Sans trop tarder, je passe la parole à professeur Smaili qui va nous faire le diagnostic de la NASH. Le professeur Smaili, c'est chef de service de gastroentérologie de CHU Mohamed VI d'Oujda, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda et aussi vice-président de la Société marocaine d'endoscopie digestive. Donc à vous la parole. Merci. Merci, mesdames les modératrices, chers confrères, chères consoeurs. D'abord, je tiens à remercier la Société marocaine d'endocrinologie et diabétologie, SMEDIAN, pour l'invitation. Et je reconnais des amis aussi au cours des études médicales. Donc, je suis ravi de l'invitation et je remercie précisément le professeur Al-Gharbi pour l'invitation. Donc, donc je n'ai aucun lien d'intérêt dans cette présentation, si ce n'est Madame la modératrice. Donc, les objectifs pédagogiques, donc, je vais essayer de définir ce que c'est que la stéatohépatite non alcoolique et aussi quelques données épidémiologiques avant de parler donc, de la démarche diagnostique et finir par l'histoire naturelle et le pronostic de la NASH et une attitude pratique pour le dépistage qui vous intéresse, qui dépister et comment dépister et quels sont les malades à référer au gastro-entérologue. Et ceci en se basant sur les recommandations européennes, donc de la Société européenne des études du foie, qui ont été rédigées en collaboration avec la Société aussi européenne de diabétologie et la Société européenne des études de l'obésité, publiées en 2016, et aussi récemment donc les recommandations de la Société américaine des études du foie. Qu'est-ce que c'est qu'une stéatose hépatique d'abord? Appelée NAFLD, c'est-à-dire le Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, il regroupe un spectre de pathologie hépatique avec une définition histologique. C'est l'accumulation au niveau du foie de gouttelettes lipidiques, plus de 5% du parenchyme hépatique. Et il regroupe de grandes entités. Donc la stéatose hépatique, qui est la plus fréquente, heureusement, 80% des cas, et qui est bénigne. Parfois, il est associé à des lésions nécrotico-inflammatoires, comme le montre donc cette lame d'histologie, et ce qui définit la NASH. Et pour retenir le diagnostic de la NASH, c'est-à-dire stéatohépatite non alcoolique, il faut éliminer toute consommation excessive d'alcool, définie par une consommation moins de 30 grammes quotidienne chez l'homme et moins de 20 grammes chez la femme. Et aussi, et ça c'est le rôle aussi du gastro-entérologue, c'est éliminer toute autre cause d'hépatopathie chronique avant de retenir le diagnostic de NASH. Donc c'est une pathologie qui est fréquente. La physiopathologie, je ne vais pas entrer dans les détails, enfin, ça va être détaillé par le professeur Beizeri, mais le point tournant, c'est l'insulinorésistance et aussi le syndrome métabolique qui sont liés. Donc cette NASH, c'est la forme inflammatoire de la stéatopathie métabolique. Et pourquoi c'est important? C'est surtout à cause de ces complications. Que ce soit hépatique, avec l'installation de fibrose, et qui est le facteur prédictif indépendant dans le pronostic, que ce soit hépatique et aussi extra-hépatique. Cette fibrose, il peut évoluer vers la cirrhose qui fait le lit du cancer du foie, le carcinome hépatocellulaire, le CHC. Le cancer du foie, il faut savoir qu'il survient quasi exclusivement sur un foie malade, un foie d'hépatopathie chronique. Aussi, il y a des complications extra-hépatiques et surtout cardiovasculaires et qui mettent en jeu donc, le pronostic vital. Donc, pour résumer, donc, il y a cette stéatose hépatique, c'est le foie gras en général. Quand il y a installation de lésions inflammatoires, on parle de stéatohépatite. Et puis, on peut avoir dans l'évolution l'apparition d'une fibrose avec la cascade F1, F2, F3, F4. F4, c'est la cirrhose qui fait le lit du cancer du foie, du carcinome hépatocellulaire. C'est une maladie qui n'est pas très récente. La première description a été faite en 1980 par Ludwig dans l'équipe de la Mayo Clinic, qui a remarqué des lésions similaires aux lésions histologiques de l'hépatite alcoolique aiguë, avec la stéatose, des corps de Mallory, et aussi une infiltration par des polynucléaires neutrophiles, des macrophages et des lymphocytes, mais sans consommation excessive d'alcool. Et donc il a dit que tiens, c'est une nouvelle entité anatomo-clinique. Au début, il a dit maladie sans nom, après il a porté le nom de NASH,
Et il a évalué ce sous-groupe-là de patients. C'était les 2 tiers, 60% c'était des femmes, quasi exclusivement en surpoids. Le 25% il était diabétique, il a trouvé 70% de lésions de fibrose et 15% de cirrhose. C'est une maladie qui est épidémique à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, avec vraiment une prévalence qui est autour de 20%, 25%. Et c'est la première cause d'hépatopathie chronique aux États-Unis. Ça, c'est la maladie des nouvelles générations et aussi des générations à venir. C'est la première cause de cirrhose, et cirrhose dite cryptogénétique. On faisait le bilan étiologique des cirrhoses, c'est pas viral, c'est pas auto-humain, c'est pas des maladies de surcharge, et on classe les malades comme cirrhose cryptogénétique. Et bien, c'est la première cause des cirrhoses dites cryptogénétiques. C'est la première cause d'hépatopathie chronique associée au cancer du foie au Grande-Bretagne. Et elle est en train de gagner du terrain pour devenir la première indication de transplantation hépatique aux États-Unis. Et c'est la première cause des cytolyses, c'est-à-dire des transaminases qui sont élevées inexpliquées. C'est la première cause des cytolyses inexpliquées. Et c'est la cause majeure, comme j'avais dit, de cirrhose cryptogénétique. Il peut toucher toutes les ethnies, tous les sexes, et surtout la femme, avec une prédilection féminine. L'âge, tous les âges, mais l'âge adulte, il est l'âge de prédilection. Mais on assiste à une augmentation de la prévalence de la NASH, même chez les adolescents, parce qu'il y a une augmentation aussi du syndrome parallèle, du syndrome métabolique et de l'insulinorésistance. Qu'en est-il au Maghreb? On rejoint un petit peu les données mondiales avec une prévalence sur les pays maghrébins entre 13 et 25%. Actuellement, la NASH, c'est la cause la plus fréquente des hépatopathies chroniques à l'échelle mondiale. Mais qu'en est-il dans l'avenir? Maintenant, bon, ce n'est pas la cause la plus fréquente, c'est 10%, mais dans les 10 ans à venir, il va être responsable d'un quart des hépatopathies chroniques. Et ça, c'est sur modèle statistique de modélisation. Et donc, il serait responsable d'un quart des hépatopathies chroniques. Pourquoi? Justement parce qu'il y a une augmentation parallèle du syndrome d'insulinorésistance et du syndrome métabolique, donc qui va être responsable de l'installation de cette stéatose. Et cette insulinorésistance, donc, elle est corrélée au degré de fibrose hépatique, quoique, c'est le professeur Bézil qui va en parler, il est difficile de retenir quel est le cut-off, quelle est la valeur de l'insulinorésistance, de l'indice de HOMA pour, et surtout si le sujet diabétique. Mais ce qu'on sait, c'est que cet indice d'insulinorésistance, il est corrélé au degré de la fibrose hépatique. Quelques données locales, c'est à CHU de Oujda qui a été présenté par le docteur Farrell hier, sur donc, une population de 175 patients. Donc la prévalence de la stéatose était de 52%. Ce qui veut dire que tous nos patients étaient asymptomatiques sur le plan hépatique, avec des perturbations du bilan hépatique aux alentours de 20%. Donc après cette introduction, c'est la démarche diagnostique que je vous propose, c'est celle-là. C'est d'abord, autant qu'endocrinologue, diabétologue, il faut évoquer le diagnostic de NASH. Quand est-ce qu'il faut le faire? Deuxième étape, c'est rechercher une comorbidité hépatique associée. Et ça, c'est ici le rôle aussi du gastro-entérologue ou de l'hépatologue. Troisième étape, éliminer une NASH secondaire avant d'arriver à l'évaluation de l'état hépatique et surtout l'évaluation du degré de la fibrose. Il faut savoir que sur le plan clinique, la NASH, il est souvent asymptomatique. Et la découverte, elle se fait de façon fortuite à l'occasion de perturbations du bilan hépatique, cytolyse. Quand on dit cytolyse, c'est augmentation des transaminases. Ou bien, dans le cadre du bilan étiologique d'une cirrhose étiquetée comme cryptogénétique, quand on fait une échographie, on trouve sur un foie gras, un foie brillant, un foie hyper-échogène, un foie blanc par rapport au cortex rénal, ou bien, en cas de syndrome métabolique avec des conditions associées, à savoir, et ça vous le connaissez mieux que moi, le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome d'apnée de sommeil. La clinique, elle est pauvre, elle est non spécifique. Le patient peut être asthénique, il peut avoir une douleur, une pesanteur de l'hypocondre droit. À l'examen, on peut trouver une hépatomégalie. Et là, il faut s'attarder sur le plan clinique parce que vous pouvez déjà, au stade clinique, dire que, tiens, le foie, il a un bord qui est tranchant. Si vous avez un bord tranchant à l'examen clinique, vous pouvez dire que c'est une cirrhose, alors que, bien que le diagnostic, il est histologique. Et si on est déjà au stade de cirrhose, eh bien, il faut chercher les signes d'hypertension portale, à savoir la splénomégalie, la circulation veineuse latérale, voire l'acide. La biologie aussi
c'est la circonstance découverte la plus fréquente. Souvent, c'est une augmentation. Souvent, c'est une augmentation donc, des transaminases, qui est une augmentation qui est modérée, qui ne dépasse pas 10 fois la normale. Et est-ce que je peux avoir la diapositive? Allez-y, le chronomètre ne s'arrête pas. Donc il y a une progression rapide du chronomètre. Je peux parler. La cytolyse, il est souvent modéré. La cytolyse, c'est les transaminases azat et alat. Mais il faut savoir que les cut-off, vous voyez que les transaminases, en principe, la valeur supérieure, c'est 40 unités internationales par litre, en général, sur les laboratoires. Mais dans la NASH, il faut savoir que ces valeurs-là, elles doivent être revues à la baisse. Et ça, c'est une notion fondamentale. Il ne faut pas attendre que les transaminases arrivent aux 40 unités internationales. Dès que ça augmente toujours en étant dans la fourchette normale, il faut suspecter une transformation d'une stéatose simple vers une stéatohépatite. Et donc, les cut-offs qui sont proposés, c'est 33 unités internationales chez l'homme et 25 unités internationales chez la femme. Le bilan de cholestase, et ça je souligne les gamma-GT, je l'ai mis en rouge, gamma-glutamyl transférase. Ce qui est écrit dans la littérature, surtout la cytolyse et transaminases, chez notre population de patients, c'est souvent les gamma-GT qui sont élevés. Donc quand vous demandez un bilan hépatique, il ne faut pas demander seulement transaminase. Il faut demander un bilan hépatique complet. Transaminase, gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine, pour dire vraiment que le bilan hépatique il est normal. La perturbation du bilan martial est aussi, elle est associée aussi au bilan hépatique de NASH et qu'on peut avoir aussi des troubles du métabolisme du fer, à savoir une hyperferritinémie ou bien une augmentation des coefficients de saturation. Et bien sûr, vous êtes mieux placé que moi pour rechercher les éléments du syndrome métabolique et calculer l'indice de HOMA. Il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre la sévérité de la fibrose et les transaminases et le degré de cytolyse. Un taux normal de transaminase, il ne devrait pas exclure le diagnostic d'une NASH. On a souvent des NASH avec un bilan hépatique normal, et même des cirrhoses avec un bilan hépatique normal. Paradoxalement, le cirrhotique, il a souvent un bilan hépatique normal, parce qu'il n'y a plus d'hépatocytes, un capital d'hépatocytes normal pour sécréter ces enzymes. Qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut savoir qu'il n'y a aucun examen qui permet de différencier une stéatose d'une NASH, si ce n'est l'histologie. Mais il faut s'aider de TI. Donc il faut demander une échographie d'abord. C'est un examen qui est anodin, non irradiant, qui est disponible. Et dès qu'on met cette coupe prenant le foie et le rein, on voit ce contraste-là, ce gradient hépatorénal. Donc on dit c'est un foie réfléchissant, parce qu'il réfléchit les ondes ultrasonores. C'est un foie brillant. Et en conclusion, vous pouvez mettre un foie de stéatose. Sur cet aspect-là, dès que vous le voyez, c'est un opérateur dépendant, mais cette image-là, pour un non-connaisseur, il va dire que c'est un foie stéatosique. D'accord? Donc l'aspect hyperéchogène, il faut voir, et ça c'est l'échographiste, il faut voir les contours du foie, est-ce qu'ils sont réguliers ou pas, voir l'écostructure, en principe une stéatose simple, une écostructure elle est homogène, c'est comme ce parenchyme-là. Par contre, en cas d'hépatopathie chronique, en cas de fibrose, le parenchyme commence à devenir hétérogène. Les limites, c'est l'obésité, surtout l'obésité morbide, avec l'interposition de gaz. La stéatose, il faut que la stéatose soit supérieure à 30% au niveau du foie pour avoir cet aspect. Et donc, en cas de stéatose minime, on peut avoir donc pas tellement ce foie qui est hyperéchogène. Le scanner, ce n'est pas un examen qu'il faut demander. On le demande parfois quand on a un aspect hétérogène, quand on a ce qu'on appelle une stéatose localisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur ce foie hyperéchogène, il y a certaines zones qui sont hypoéchogènes. Et donc, est-ce que ce sont des nodules de régénération? Est-ce que c'est un nodule dysplasique? Est-ce que c'est un CHC? Et là, c'est la place de l'imagerie dynamique avec un angioscanner hépatique. Pour la stéatose, ça montre un foie hypodense, donc une hypodensité et surtout une inversion du gradient de densité, la rate qui devient plus hyperdense que le foie. L'IRM aussi, il est rarement utilisé. Il différencie aussi la stéatose focale d'une tumeur.
et il permet de quantifier la stéatose. Localement, à l'échelle locale, on n'a pas d'appareil d'IRM qui permet de quantifier. Mais je pense que le souci, ce n'est pas de quantifier la stéatose, voir s'il y a une fibrose. Et là, aucun examen d'imagerie, il permet de vous prédire l'existence de fibrose. Il y a des imageries ou bien des méthodes qui sont quantitatives, mais qui ne sont pas disponibles. Je vais passer, c'est la spectroscopie par l'IRM. Je vais passer. Donc, au total, qu'est-ce qu'il faut demander aux premières intentions? C'est une échographie abdominale. Et le scanner IRM en cas de doute sur stéatose focale pour différencier une tumeur. Qu'est-ce qu'il faut demander? Donc, c'est une image du CHU de Oujda. Donc, vous voyez un foie qui est hyper échogène par rapport au rein. Donc, il faut évoquer la stéatose autant que diabétologue endocrinologue chez tout patient ayant un syndrome métabolique ou une insulinorésistance. Mais il faut savoir, la NASH, il peut exister même chez les sujets minces, avec un IMC qui est normal, dans la fourchette normale, dans certaines séries jusqu'à 18%. Comment dépister cette stéatose? Par une échographie abdominale avec un bilan hépatique complet. Inversement, le gastro-entérologue, quand il fait une échographie, il retrouve une stéatose, il doit envoyer le patient à l'endocrinologue à la recherche des paramètres du syndrome métabolique. Donc, deuxième étape de la démarche diagnostique, c'est éliminer une autre cause. Donc, c'est l'alcool, des consommations excessives d'alcool, les hépatites virales. Et là, je souligne, hépatite virale B, ce n'est pas seulement l'antigène HBS. Vous ne pouvez pas interpréter une sérologie virale seulement sur l'antigène HBS. Donc, il faut demander l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS parce qu'il y a des hépatites virales B occultes avec un antigène HBS négatif. Et c'est la PCR qui est positive. Pour l'hépatite C, il faut demander seulement l'anticorps anti-VHC. Quand c'est positif, bon, il faut référer le patient au gastro-entérologue. L'hépatite auto-immune, c'est plutôt la femme, parfois des pathologies auto-immunes associées. Et il y a aussi des auto-anticorps qu'il faut demander. On demande l'immunodote foie, cet anticorps avec l'anticorps antinucléaire. Des maladies de surcharge, l'hémochromatose, maladie d'huile sang, surcharge en fer, en cuivre, la maladie cœliaque, et tout un contexte. Il faut différencier une stéatose primitive, dans le cadre du syndrome métabolique, d'une NASH secondaire. Secondaire à une prise médicamenteuse, des corticoïdes, méthotrexate, et la liste n'est pas exhaustive. Donc il y a plusieurs médicaments qui peuvent donner une NASH. Il y a des causes nutritionnelles, surtout une nutrition parentérale prolongée, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, surtout la maladie de Crohn, des résections étendues de grêle, une dénutrition. Il y a certains qui maigrissent de façon drastique pendant une brève durée, et on peut avoir l'apparition de stéatose, voire de NASH. Et des pathologies que vous connaissez mieux que moi, l'hypothyroïdie, l'insuffisance santé hypophysaire et certaines lipoprotéinémies, il faut les évoquer quand il y a une stéatose sans syndrome métabolique. Il faut évoquer cette bêta-lipoprotéinémie. Donc, arrivons à la quatrième étape de la démarche diagnostique, qui est l'évaluation de la fibrose hépatique. La définition de la NASH, elle est histologique. Mais est-ce qu'on va, avec l'épidémie mondiale de la NASH, est-ce qu'on va biopsier tout le monde? Mais non. Donc, il faut s'aider de marqueurs non invasifs. Le gold standard, c'est la biopsie. Mais il y a des marqueurs non invasifs qui permettent de cibler la population à risque d'avoir une fibrose sévère. Et donc, c'est la population à biopsier. Quels sont les scores biologiques? Retenez ces deux scores qui sont validés, qui sont gratuits. Par un simple clic Internet, vous pouvez calculer ces scores sur des variables qui sont de routine. On va les voir. Et ce sont ces scores-là qui sont validés. Et puis, il y a l'élastométrie ou fibroscan, qu'on va aussi en parler. Et la biopsie hépatique, c'est le gold standard. Le NAFLD Fibrosis Score, et il est gratuit. En Internet, vous voyez les variables, c'est vraiment des variables de routine. Il y a des cut-offs pour dire, voilà, c'est une fibrose minime ou bien une fibrose sévère. Le FIB4, Fibrosis Score, c'est 4 paramètres, transaminase, l'âge et les plaquettes, et aussi, donc, il permet de prédire le stade de fibrose. Le fibroscan, qu'est-ce que c'est que ce fibroscan? Ce n'est pas un scanner, c'est un appareil. D'ailleurs, la première fois qu'on était dans l'hôpital régional, ils l'ont mis au service de radiologie. C'est un appareil comme l'échographe. Et puis, avec cette sonde, on envoie une onde qui va traverser le parenchyme hépatique. Il est indolore. C'est une méthode rapide, en quelques minutes. Et c'est la vitesse, cet appareil, il mesure la vitesse de propagation de l'onde. Plus le foie est dur, plus la vitesse est augmentée, et c'est corrélé à l'élasticité du foie. Et donc, il prédit le stade de fibrose. La limite, c'est les obèses, mais on a la sonde XL. Il y a des critères de qualité, ça c'est pour le gastro, pour dire vraiment que mon examen était fiable. C'est des images du service. Donc, on a
la valeur du FibroScan, 3,2. Il y a cette valeur-là du CAP. Et le CAP, c'est quoi? Il mesure l'atténuation de l'onde, c'est en décibels, et le CAP, il prédit la stéatose hépatique. Donc sur cet appareil, on a une valeur qui prédit la fibrose, une valeur qui prédit la stéatose. Mais quel est leur apport en pratique clinique? Vous voyez que les deux scores sanguins, ils sont performants dans les extrêmes. Mais il reste le tiers des patients d'une zone grise. Le FibroScan, il permet de réduire cette zone grise encore seulement de moitié, de 15%. Et donc, les recommandations, c'est d'associer ces deux paramètres, d'associer les scores sériques avec le FibroScan pour cibler les patients chez qui on doit faire une biopsie hépatique qui reste la référence. Cette biopsie hépatique, on l'a fait de façon éco-guidée, avec un bilan d'hémostase qui est correct, TP plaquettes qui sont correctes, et en l'absence d'acide qui contre-indique la biopsie. Il faut faire la biopsie avec une aiguille de gros calibre, 16 gauche. Pourquoi? Pour avoir cette carotte, pour avoir une bonne carotte de 2 cm, pour une bonne évaluation histologique et histopronostique, justement pour éviter ce biais d'échantillonnage. Quand est-ce qu'il faut réaliser une biopsie? Quand on est devant un diagnostic douteux par rapport aux autres causes, quand la cytolyse persiste malgré qu'on a agi sur les facteurs du syndrome métabolique, ou bien quand il y a ces facteurs prédictifs de fibrose qui ne sont pas validés. Dire qu'ils ne sont pas validés, d'où l'intérêt de ces des marqueurs non invasifs. NAFLD score, FIB score et du FibroScan. Il y a des scores histologiques, le NAS, donc la stéatose, la ballonisation qui traduit la souffrance hépatocytaire et le degré d'inflammation. Quand ce score est supérieur à 5, c'est une NASH. Quand il est inférieur à 3, il n'y a pas de NASH. Il y a une zone toujours borderline entre les deux. Et puis il y a des scores histologiques, c'est le SAF, c'est le plus validé. Le SAF, et donc il te dit S2 par exemple, NAS2 ou bien A2, c'est l'activité, et F2. Et donc là, c'est un score histologique et c'est le score qu'il faut voir quand vous recevez une biopsie hépatique. Est-ce que l'anatomopathologiste vous a classé la NASH selon cette classification? Au total, donc, évoquer le diagnostic par une écho et un bilan hépatique et calculer l'indice de l'insulinorésistance, rechercher une comorbidité hépatique associée, éliminer une NASH secondaire et évaluer la fibrose par un test sérique et un FibroScan. La biopsie quand il y a une discordance, quand il y a une suspicion de fibrose avancée, ou bien quand il n'y a pas d'amélioration, même si on a corrigé les facteurs de risque du syndrome métabolique. Un mot sur l'histoire naturelle. Pourquoi on cherche cette fibrose? Parce que c'est le seul critère prédictif indépendant du pronostic hépatique. Et cette évolution de la fibrose, vous voyez qu'un stade, le passage de F0 à F1, il demande une dizaine d'années, 10 ans. Mais il y a des facteurs qui accélèrent la fibrose. On peut y revenir si vous voulez. Donc, pourquoi c'est important cette fibrose? Parce qu'il peut évoluer vers une cirrhose qui fait le lit du cancer du foie et de l'insuffisance hépatocellulaire avec l'acide, l'hémorragie digestive et l'encéphalopathie hépatique, et aussi par des complications extra-hépatiques, rénales, cardiovasculaires surtout, et les complications du diabète. La NASH, c'est la troisième cause du cancer du foie dans cette étude, avec une incidence annuelle 5,3 par 1000 personnes. Il faut savoir que la NASH, il peut donner le cancer sans cirrhose. C'est la seule pathologie qui peut donner un CHC sans passer par la cirrhose, et ceci dans 10% des cas. Pourquoi? Et ceci, c'est pour ce patient-là, 61 ans, obèse, avec un syndrome métabolique, qui a fait un cancer au niveau du foie gauche, et sur la pièce opératoire, vous voyez, c'est un F1, et donc il n'est pas cirrhotique. Pourquoi? Parce que l'insulinorésistance, il favorise la carcinogénèse hépatique. Il y a même un gène qui a été décrit, aussi incriminé dans cette carcinogénèse. La NASH est la deuxième indication de greffe. Elle est devenue maintenant actuellement la première indication de transplantation hépatique. La transplantation hépatique à mot, donc il est indiqué en cas de cirrhose, surtout décompensée avec des signes d'insuffisance hépatocellulaire. Une NASH transplantée, c'est une meilleure servie par rapport aux autres indications de la transplantation, à savoir la cirrhose post-virale. Mais il faut savoir qu'il y a, si on ne corrige pas le syndrome métabolique, il y a un risque de récidive de la NASH sur le greffon. Le dépistage.
Il n'est pas recommandé de faire le génotypage. Il y a des génotypes qui sont incriminés dans la NASH de façon systématique. Et les enzymes hépatiques et l'échographie doivent faire partie intégrante de votre bilan initial quand vous suspectez une stéatose. Il faut calculer l'indice de HOMA. Et il faut rechercher chez les diabétiques la stéatose et la NASH, même avec un bilan hépatique normal. En pratique, je vous propose cette conduite à tenir. Donc, il faut, première intention, calculer ces deux scores. C'est gratuit, c'est facile. Et quand vous avez ces cut-offs-là, c'est un faible risque, et donc vous surveillez le patient. Quand ces scores sont élevés, il faut l'envoyer à l'hépatologue qui va réaliser un fibroscan. Quand le fibroscan est inférieur à 8 kPa, c'est un faible risque, on contrôle dans un an, tout en agissant sur la prise en charge globale du patient. Quand le fibroscan est supérieur à 8 kPa, et donc là, c'est un risque intermédiaire, et là, c'est l'indication de la biopsie hépatique. Quand le fibroscan est supérieur à 12 kPa, c'est une cirrhose. Et donc, il faut inclure le patient dans un programme de dépistage, une échographie tous les 6 mois pour le cirrhotique et une endoscopie à la recherche de signaux endoscopiques d'HTP. Pour finir, donc cet algorithme de prise en charge ou bien de surveillance, quand la fibrose est minime, on surveille, retenez, on doit avoir toujours le 4. Donc c'est 0, c'est 4 ans. Quand c'est F1, c'est 3 ans, contrôle à 3 ans. Quand c'est F2, il faut faire un fibroscan tous les 2 ans. Quand c'est F3, c'est annuel. Mais chez le cirrhotique, il faut faire une échographie semestrielle avec un fibroscan annuel et dépister les varices œsophagiennes. Les messages à retenir. La NASH est une pathologie émergente, parallèle à l'épidémie du diabète et de l'obésité à l'échelle nationale et mondiale. Il faut toujours l'évoquer en cas de syndrome métabolique. Le diagnostic de certitude, bien qu'il est histologique, mais il faut cibler par des marqueurs non invasifs, à savoir le NAFLD, le FIB4 et le fibroscan, et ceci assurer un bon pronostic du patient dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire. Je vous remercie. Merci, professeur Smaili, pour cette conférence très claire, avec des messages qui sont très clairs.